Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, il m'a été demandé en 5 petites minutes de vous présenter des choses qui, par essence, sont quand même relativement complexes. Donc, je vais me contenter, en fait, ce matin, de faire une introduction qui sera en fait une sorte de synthèse un peu bibliographique ou une synthèse de l'état des connaissances actuelles sur les sargasses. Alors, ça n'ira en 5 minutes, vous imaginez bien que ça n'ira pas très loin en termes d'analyse, mais je vais ensuite laisser la parole aux spécialistes pour qu'ils développent. Donc, on pourrait appeler ça les algues sargasses, mieux appréhender le phénomène. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout d'abord, il faut faire une distinction très nette entre les algues et les herbiers. Alors, les algues, par définition, les herbiers, ce sont toutes ces plantes qui poussent au fond de la mer et qui ne sont absolument pas des algues dans la mesure où elles, ce sont de véritables plantes avec un réseau racinaire, des branches, des feuilles, des fruits, etc. Alors que les algues ne sont pas du tout comme cela, elles n'ont pas de racines. Et il existe en fait deux grandes catégories d'algues, si vous voulez. Les algues benthiques et les algues pélagiques. Les benthiques, ce sont celles qui vivent au fond, qui sont accrochées, on va dire, à des rochers ou au fond marin. Et les algues pélagiques, ce sont toutes celles qui dérivent. Et donc, les sargasses, celles que nous connaissons, sont prioritairement des algues pélagiques. Alors, il existe grossièrement, on va dire, 4 grandes catégories d'algues. Les algues brunes, les algues vertes, les algues rouges, les algues jaunes. Les sargasses sont des algues brunes. Et celles qui nous intéressent, il existe 2 grands genres d'algues sargasses, en tout cas parmi celles qui nous intéressent. Il existe donc les Sargassum natans et les Sargassum fluitans qu'on peut voir ici. Donc elles n'ont pas du tout la même structuration, la même morphologie, mais on note quand même qu'elles ont toutes ces petites vésicules qui leur permettent de flotter. C'est en ce sens que ce sont bien des algues pélagiques. Alors, Alors, pour continuer sans visuel, ce qu'il faut bien noter, c'est que ces algues, en réalité, elles sont dites sténothermes et sténohalines. Alors, sténothermes et sténohalines, ce sont des noms un peu complexes. Sténothermes, c'est-à-dire que ce sont des algues qui sont sensibles à la différence de température. Elles n'aiment pas les différentiels de température trop importants. Sténohalines, là encore, elles n'aiment pas les différentiels de salinité. Elles craignent l'hyperalinité, c'est-à-dire les teneurs en sel relativement importantes. Or, ces algues, par définition, disais-je, sont prioritairement inféodées aux milieux tropicaux, mais on observe depuis quelque temps une sorte de glissement progressif de ces algues vers des zones extratropicales et particulièrement vers des zones où les températures sont quand même beaucoup plus basses, ce qui prouve la résilience de ces algues et leur plasticité, si j'ose dire, puisqu'elles arrivent à s'adapter à des milieux qui normalement ne sont pas forcément les leurs. Alors, ces algues ont un mode de reproduction qui est quand même particulier, c'est ce qu'on appelle la reproduction. C'est une reproduction totalement asexuée. C'est ce qu'on appelle la reproduction végétative. Si vous prenez une tale, parce que les algues sont des talophytes, donc si vous prenez, on va dire, une branche d'algue ou un fragment d'algue et que vous le cassez en deux, vous avez donc 2 algues. C'est un mode de reproduction qui est extrêmement dynamique, d'où la mauvaise idée de les hacher quand on passe avec un bateau. Plus vous hachez les algues et plus vous favorisez donc leur croissance, puisque c'est un mode de reproduction donc végétatif. Alors, rapidement, mais je crois que monsieur le sénateur Théophile a fait une revue d'effectifs qui était, il a déjà tout dit quasiment. Juste rappeler quand même quelques petites choses. Les algues, ces sargasses, d'où viennent-elles? Alors, elles viennent bien évidemment de la mer dite des Sargasses. Et en effet, Christophe Colomb, dès ses premières traversées, indiquait déjà la présence de cette masse énorme, gigantesque, de plusieurs millions de kilomètres carrés au milieu, on va dire grossièrement, de l'Atlantique. Mais on retrouve aussi des algues dans le golfe du Mexique. Dans le golfe du Mexique, on a aussi quand même des volumes d'algues sargasses relativement importants. Et puis, en effet, c'est vrai, depuis quelques, on va dire une décennie, on a ce qu'on appelle la petite mer des Sargasses, ici, au large du Brésil. En 2015, par exemple, on a estimé ce banc d'algues à environ près de 1000 km de long. Je rappelle que la Martinique fait 70 km de long, donc ça donne un petit peu, voilà, l'échelle. Et avec maintenant des zones, des distances qui sont bien plus grandes, bien plus importantes que 1000 km. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a ici une concentration d'algues sargasses, pourquoi ici aussi. Bon, alors la mer des Sargasses, en fait, ça s'explique pourquoi, parce qu'en fait, ce sont des zones où il y a des courants, on va dire, qui forment une sorte de grande boucle. Vous avez le Gulf Stream, vous avez le courant nord-atlantique, le courant
des Canaries, le courant nord-équatorial, et comme vous le voyez, ça forme une sorte de boucle, et donc les algues ici sont emprisonnées, si j'ose dire, dans cette zone courantologique un peu circulaire. Alors ici, la problématique est totalement différente. On est en face de l'Amazone et on s'aperçoit en fait, en tout cas c'est l'une des hypothèses, elle mérite encore d'être confirmée totalement, mais enfin l'une des hypothèses, on va dire probables, c'est que la déforestation qui est massive dans toute la zone amazonienne, déforestation qui est liée, par exemple, à la culture d'éthanol, pour ne citer que cet exemple, mais la déforestation donc de tout le bassin amazonien va libérer des sels minéraux qui sont d'abord drainés par les rivières. Ces rivières étant dites exoréiques, c'est-à-dire qu'elles se jettent en mer, ces rivières vont alimenter le milieu marin en sels minéraux, en nutriments, et ces algues se nourrissant de ces nutriments, il y a donc une sorte de bloom algal, si vous voulez, une sorte d'hypercroissance des algues dans toute cette région. En Afrique, sur les côtes africaines, vous avez aussi, et en effet, monsieur le sénateur Théophile l'évoquait, ici une concentration d'algues dans le golfe de Guinée qui est tout aussi importante, avec, la cause potentielle, la cause qui semble la plus évidente, c'est une déforestation, là encore, massive sur tous les bassins versants en amont, avec, là, pour des raisons plutôt urbaines et secondairement agricoles, et donc avec là encore libération de toutes sortes de nutriments qui se retrouvent en milieu marin. Donc on a là deux zones potentielles d'algues, mais vous me direz, mais c'est bien beau de savoir qu'elles se localisent ici, mais pourquoi arrivent-elles jusqu'à nos côtes? Alors elles semblent arriver jusqu'à nos côtes, et là ce sont les spécialistes qui le diront dans quelques instants, mais je me permets juste d'introduire le sujet, pour des raisons courantologiques. Il semblerait, en tout cas les marins-pêcheurs le disent, pour avoir là fait des enquêtes avec un certain nombre d'étudiants auprès de marins-pêcheurs qui vont à mi-clon, comme on dit, qui vont au large, ou qui, sur des chalutiers, vont pêcher par exemple au large des Guyanes, il semblerait, en tout cas tous les marins-pêcheurs l'attestent, que les courants aient changé, en tout cas qu'il y ait des modifications courantologiques en cours, et donc ces modifications courantologiques pourraient être à l'origine de ces arrivées massives d'algues sargasses. Alors, le résultat, mais tout le monde le connaît, le résultat c'est ceci, ce sont donc ces baies qui sont obturées totalement par ces algues sargasses, avec pour conséquence, comme vous le savez, les algues échouent, ces choux, se décompose, fermente, et lorsqu'elle fermente, elle libère des gaz. Alors bien entendu, nous sommes tous centrés, focalisés sur l'hydrogène sulfuré. C'est vrai que c'est un gaz neurotoxique extrêmement dangereux, mais en réalité, ces algues libèrent aussi du gaz carbonique, du méthane, de l'azote, de l'ammoniac, et aussi, on l'a dit, de l'hydrogène sulfuré. Alors, l'idée, quelle est-elle? L'idée, bien entendu, c'est d'essayer d'éviter que ceci n'affecte trop directement les populations. Et donc, le seul conseil, c'est de s'éloigner des zones d'émission. Mais enfin, ce n'est malheureusement pas toujours possible, d'autant que nous vivons sur des territoires où il y a une très forte littoralisation des populations, c'est-à-dire que ces populations vivent prioritairement en bordure côtière, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons orographiques, c'est-à-dire que le relief ne permet pas d'occuper forcément toujours sur des territoires volcaniques l'intérieur des terres, et donc les populations s'amassent sur les zones côtières, donc des zones qui sont potentiellement difficiles désormais, sur lesquelles il est difficile de vivre. Alors, quelles sont les conséquences écologiques de ces algues? Alors, il y a quelques conséquences positives tout de même. En tout cas, l'algue, un peu comme la mangrove, est une vraie nurserie. Sous les algues, vous avez donc une vie qui va se développer, particulièrement pour les poissons pélagiques. Les marins-pêcheurs l'indiquent. Les algues jouent un peu le rôle de bois flotté, c'est-à-dire que sous ces algues, vous avez donc les grands pélagiques qui vont donc se déplacer et se nourrir. Vous avez aussi un certain nombre d'espèces particulières comme l'anguille américaine ou l'anguille européenne qui vont se développer, qui vont se reproduire essentiellement sous ces radeaux d'algues. Donc ça, ce sont les causes positives. Et comme cause négative, alors malheureusement, elles sont un petit peu plus nombreuses et un peu plus gênantes, c'est que tout d'abord, vous avez une réduction donc du volume de nutriments dans l'eau, puisque ces algues vont capter les nutriments. Donc comme elles les captent, ça veut dire que c'est une absence de nutriments pour les autres êtres qui les utilisent, les autres
structures vivantes qui les utilisent. Donc il y a aussi une diminution de la luminosité. Je rappelle que les herbiers marins, donc toutes ces plantes qui poussent au fond de l'eau, elles sont héliophiles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de la lumière pour se développer. À partir du moment où vous y mettez une sorte de chape de sargasse, fondamentalement le caractère héliophile est perturbé et donc ces algues, ces herbiers vont dépérir et donc toute la microfaune qui est associée à ces herbiers va bien entendu disparaître. Et enfin, vous avez une diminution, et je terminerai sur ça, une diminution donc de la faune sous-marine liée aux algues sargasses, puisque bien entendu après avoir consommé l'oxygène de l'eau, vous avez toute une microfaune qui va donc de toute façon dépérir. Donc on voit bien qu'il y a des effets négatifs. Là, je ne parle que des aspects purement écologiques, je ne parle même pas des aspects sur l'homme. Il y a d'éminents spécialistes de la santé qui vont intervenir tout à l'heure, mais en tout cas, vous voyez que déjà sur le milieu, à un modeste niveau, vous avez quand même des incidences qui sont particulièrement nocives. On peut juste le voir sur ces images. Là, vous avez une tortue qui a été totalement, emprisonnée par les algues sargasses et donc qui est morte. Et puis là, vous avez ces algues, lorsqu'elles libèrent leur jus, elles vont libérer ce qu'on appelle des sortes ce sont quasiment des lixivia ou des lixiviations extrêmement chargées en substances nocives, et donc ce sont de véritables biocides pour le milieu, c'est-à-dire des substances qui vont véritablement dégrader le milieu et tuer tout ce qu'on y trouve. Dernière slide pour terminer, si elle veut bien s'afficher. Alors, quelques questions se posent. Quelles sont ces questions? Comment évacuer, bien entendu, et éradiquer les sargasses? Ça, c'est une vraie question, elle passe là, merci. C'est une vraie question qui se pose. Alors, bien entendu, il existe différents types de luttes, lutte mécanique, lutte chimique, lutte biologique. Je rappelle que l'algue sargasse, par contre, est très sensible au peroxyde, c'est-à-dire à l'eau oxygénée, si vous voulez. Alors la bonne idée serait, la fausse bonne idée serait de dépendre de l'oxygéné partout. On n'aurait plus d'algues sargasses. Le problème, c'est qu'on n'aurait plus de milieu, on n'aurait plus de milieu non plus. On n'aurait plus de milieu tout court. Donc ça, c'est une fausse bonne idée. Vous l'avez compris. Alors où stocker ces algues? Autre question à laquelle il faut trouver des réponses. Et est-il possible de les valoriser? Alors là encore, il y a tout un champ de réflexion qu'il faut initier. Mais vous avez bien compris que c'est tout l'intérêt de ce séminaire. C'est véritablement sur la base des quelques connaissances et des quelques aspects que je viens d'évoquer, qui peuvent servir de socle commun à tout un chacun pour démarrer sur maintenant des questions qui vont être un petit peu plus complexes et un peu plus fondamentales. Il faut se servir, donc s'appuyer sur ce socle pour aller un peu plus loin et pour tenter de trouver des réponses aux questions posées. Voilà, je vous remercie.